Vous êtes artisan, vous ne vous en sortez plus tout seul et vous décidez d'embaucher. Le recrutement est donc l'étape la plus importante car le choix d'un bon salarié vous permettra d'avancer dans la bonne direction et le choix d'un mauvais salarié peut vous coûter très cher. Que ce soit le recrutement d'un ouvrier, d'un chef d'équipe, d'un chef d'atelier ou encore de personnel administratif, je vais vous partager tous mes conseils sur le recrutement ainsi que les plus grosses erreurs. Mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Lorsque l'on est artisan, nous sommes confrontés à deux types de recrutement. Le recrutement des personnes qui vont nous accompagner sur le terrain, les ouvriers, et le recrutement du personnel administratif. Ça peut être une assistante, et dans certains cas, de responsables administratifs ou financiers, si votre entreprise s'est considérablement développée. En ce qui me concerne, j'étais charpentier couvreur, il était bien plus facile pour moi d'évaluer les compétences d'un technicien que les compétences d'un contrôleur de gestion ou d'un comptable. Je vais donc vous donner des clés dans cette vidéo pour bien faire votre choix, que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vous demanderai pardon de vous abonner à ma chaîne et je vous conseille d'activer les notifications afin de ne louper aucune de mes publications. Je publie des conseils que j'aurais aimé trouver quand j'ai créé mon entreprise, donc il serait dommage que vous passiez à côté. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, qui suivent mes publications et qui régulièrement postent des commentaires. Ça me fait bien plaisir. Vous pouvez continuer d'ailleurs, faites-vous plaisir. Voilà. Lorsque l'on a besoin d'embaucher, il est parfois pratique d'embaucher de la famille ou des amis. En fait, parce qu'on les connaît bien, ils sont vraiment super, et puis c'est sûr, on peut leur faire confiance, il n'y a pas de souci. Oui, je connais. Donc j'ai vu des gens se retrouver dans des galères pas possibles et se retrouver avec des salariés incompétents et très compliqués à licencier. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo une technique pour éviter de vous retrouver dans cette situation pas très agréable. Alors commençons sur le recrutement et la première question à se poser, c'est où trouver mes futurs talents. Suivant le métier que vous pratiquez, vous pouvez faire face à une pénurie de main-d'œuvre. C'est particulièrement mon cas en ce qui concerne les couvreurs zingueurs. Dans cette vidéo, je vais être assez cash, je vais clairement vous parler de mon expérience. Par exemple, on pourrait parler de Pôle emploi pour le recrutement d'un technicien. Il faut être clair, j'ai essayé, ça ne marche pas. Quand il y a une pénurie du talent dans un métier, c'est assez rarement à Pôle emploi qu'on trouve la perle rare. Donc, personnellement, une solution que j'ai trouvée consiste à passer par l'intérim. Ce n'est pas une solution particulièrement économique, mais j'ai la possibilité d'essayer un candidat pendant 3 mois ou plus et de m'en séparer s'il ne me convient pas. Dans le bâtiment, je trouve que l'intérim, c'est intéressant. Pourquoi ? Tout d'abord, quand quelqu'un est sur le marché du travail, il est plus rassurant pour moi qu'il aille s'inscrire en intérim plutôt qu'il reste à ne rien faire. Donc, ça démarre plutôt bien entre nous. Si vous êtes demandeur de talent, les boîtes d'intérim peuvent rechercher pour vous des candidats et faire office de cabinet de recrutement. Franchement, il faut reconnaître que c'est compliqué d'aller trouver des talents et voilà une tâche qu'il vaut mieux déléguer. Sincèrement, c'est mieux. Enfin, en ce qui me concerne, et je n'étais pas particulièrement doué pour publier des offres d'emploi ou aller chercher des candidats sur des plateformes dédiées dont je ne connaissais même pas le nom. Bon, bref, compliqué pour moi. L'inconvénient avec les sociétés d'intérim, c'est que si vous découvrez un talent et que vous voulez l'embaucher de suite, ça aussi, ça m'est arrivé. L'agence d'intérim ne vous cédera pas comme ça le candidat. Soit vous le gardez en moyenne 3 mois et ensuite vous pouvez l'embaucher. Si vous voulez l'embaucher avant, il faudra payer une indemnité à l'agence d'intérim. Cette indemnité est variable en fonction du salaire du candidat. C'est aussi quelque chose qui peut être négocié si vous êtes un client régulier de cette agence, mais ce ne sera pas gratuit. En même temps, c'est un peu le business model des agences d'intérim. Je ne vois pas pourquoi elles feraient du bénévolat. On n'en fait pas eux non plus. Une autre solution que nous avons mis en place et qui commence à fonctionner, c'est de passer régulièrement des annonces d'emploi sur nos réseaux sociaux. Là encore, il est plus facile d'obtenir des candidats sur des métiers comme les assistantes ou tout le personnel qui travaille dans les bureaux
plutôt que de trouver des techniciens. Néanmoins, parfois, ça fonctionne. Une solution consiste également à former des gens. Je ferai une vidéo complète sur l'apprentissage qui sera en description de cette vidéo. Mais pour vous faire un résumé, dans nos métiers, je pense que nous ne formons pas pour nous. Personnellement, nous travaillons, nous, chez les couvreurs occitans, avec les compagnons du devoir, et lorsqu'un apprenti a terminé son CAP chez nous, généralement, il part sur le Tour de France pour plusieurs années, et il est assez rare que les candidats reviennent. En revanche, vous pouvez former des adultes qui, eux, ont décidé de changer de vie. Il y en a de plus en plus, et j'ai personnellement, dans l'entreprise, actuellement, 3 personnes dans cette situation et même dans mon personnel qui m'accompagne depuis plusieurs années. Il y a certains des anciens de la boîte qui viennent de cette source-là. Ils ont été à l'époque embauchés sans compétences, mais se sont formés chez nous et sont devenus aujourd'hui de très bons techniciens. Une 4e méthode qui est également assez intéressante si vous avez déjà des salariés, c'est tout simplement de leur demander s'ils n'ont pas des petits camarades qui souhaiteraient rejoindre votre aventure. C'est également une technique qui a bien fonctionné chez moi. Mais néanmoins, elle n'est pas toujours très sympa avec les confrères puisque vous leur piquez tout simplement de la main-d'œuvre. Donc, si vous décidez de jouer à ce petit jeu, il va falloir être bon pour garder les salariés chez vous, car vous pourriez bien être l'arroseur arrosé et vous retrouver avec vos propres salariés débauchés par une autre entreprise. Ça m'est également arrivé, ce n'était pas très agréable non plus. Pour les emplois administratifs, nous passons des annonces sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Lorsque vous passez une annonce sur les réseaux sociaux et que vous dites que vous recrutez, même si cela ne vous apporte pas de candidats, ça envoie une information importante aux gens qui vous suivent. Potentiellement vos clients d'ailleurs. Une entreprise qui recrute, c'est une entreprise qui se développe. C'est donc un signe de bonne santé et c'est plutôt un message positif envoyé à vos clients ou futurs clients. Alors pour les emplois administratifs, je continue, nous avons également essayé l'intérim. Là encore, c'est plutôt une bonne option car si vous avez besoin d'une assistante ou d'une standardiste ou d'un assistant et un standardiste, pouvoir le tester ou l'attester en poste avec un contrat intérim permet rapidement de voir si elle peut faire ou s'il peut faire l'affaire ou non. Pour trouver des candidats, nous utilisons également des plateformes comme Viadeo ou Indeed. Pôle emploi et l'APEC peuvent également vous trouver des candidats pour des postes administratifs ou des cadres. Ensuite, nous allons passer à l'étape de choix et de validation du candidat. Encore une fois, pour les métiers du bâtiment, c'est plus facile, comme on le dit, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Néanmoins, il va vous falloir évaluer ce candidat. Si vous travaillez avec lui directement, vous pouvez vous faire une idée rapidement de ses compétences sur le chantier. Mais en revanche, s'il travaille dans l'une de vos équipes, il est plus compliqué d'avoir un retour juste de son chef d'équipe. Vous devrez donc mettre des objectifs chiffrés, peut-être en temps d'exécution ou en surface à réaliser, ça dépend en fait de votre métier. Mais en tout cas, vous devez valider rapidement la compétence de ce candidat avant que sa période d'essai ne prenne fin. Maintenant, pour évaluer un candidat qui n'est pas sur les chantiers et qui est un administratif, il va être très important pour le choix de ce candidat que vous commenciez par établir un besoin précis de ce que vous attendez. Et quand vous choisissez le candidat, vérifiez bien que ça matche sur tous les points. Ne faites aucune concession. Vous le regrettez forcément plus tard. Même si cela doit prendre plus de temps de trouver la bonne personne, prenez ce temps, vous le récupérerez au centuple dans le futur. Faites-moi confiance. La plus grosse erreur qu'on puisse faire dans une entreprise, c'est d'embaucher la mauvaise personne. D'ailleurs, la plupart des gens que je rencontre et qui savent que j'ai une 50aine de salariés me disent « Je ne sais pas comment tu fais, c'est vraiment trop compliqué de gérer l'humain. Moi, je n'y arriverai pas. » Alors, je suis assez d'accord avec eux. Gérer l'humain, c'est pas si simple, mais cela s'apprend. Je me suis aperçu que la plupart des salariés que j'avais recrutés et avec lesquels j'avais eu des problèmes, j'étais en très grande partie responsable de ce qui m'arrivait. Non seulement je n'avais pas été assez rigoureux dans mon recrutement, et ensuite, je n'avais pas été assez bon dans mon management. Donc, en toute honnêteté, lorsque j'ai un problème avec un salarié, j'en suis autant responsable que lui. Le côté rassurant, c'est que sur moi, j'ai de l'impact et j'ai la possibilité d'améliorer mes techniques pour devenir meilleur et ainsi faire de bons recrutements et pouvoir continuer à développer mon entreprise. Donc, soyez intransigeants sur ce que vous attendez
techniquement de ce candidat. Et si vous n'avez pas toutes les informations sur le CV ou si vous voulez les valider, moi personnellement, je ne rencontre pas le candidat, mais je commence d'abord par un entretien téléphonique. Et là, je dois valider tout cela dans cet entretien. Si ce n'est pas le cas, je ne rencontre même pas le candidat. Cela me permet de faire un écrémage qui va me faire gagner tout simplement beaucoup de temps. Et si vous faites une présélection sur CV, en fait, le premier entretien par téléphone, après vous allez rencontrer beaucoup moins de profils en vrai, en fait, tout simplement. Et donc gagner du temps parce que c'est ce qui nous manque, le temps. En revanche, une fois que votre candidat a été validé par téléphone, je vous propose là, comme je l'ai dit, de le rencontrer, mais là encore, vous devez avoir une grille d'évaluation de votre candidat en fonction de ce que vous attendez de lui très précisément. À ce niveau-là, vous allez pouvoir aller au-delà de ses compétences techniques et chercher à savoir quelles sont ses valeurs. Sont-elles en adéquation avec vos valeurs et celles de votre entreprise? Vous devez impérativement avoir la réponse à cette question à la fin du second entretien. Il vous faudra également savoir si vous êtes la bonne entreprise pour lui. Une embauche, ça doit être une association gagnant-gagnant. Peut-être que vous n'êtes pas la bonne entreprise pour ce nouveau talent et dans ces cas-là, vous devez impérativement le détecter de suite pour éviter de perdre du temps et donc de l'argent plus tard. Autre conseil qui me semble important lors de l'entretien, mettez-vous d'égal à égal. Je pense qu'il est important que le candidat soit dans de bonnes dispositions lors de cet entretien. Je trouve qu'on n'a aucun intérêt à rencontrer quelqu'un qui est particulièrement stressé. Aujourd'hui, il est également très rare que je fasse moi-même les entretiens. Il y a une bonne raison à cela. La plupart des gens que j'embauche, je ne vais pas travailler directement avec eux. Donc, je préfère que l'entretien soit fait par les gens qui vont travailler avec ce futur salarié. En effet, si les équipes ont rencontré le candidat et l'ont validé, alors elles auront l'envie de réussir l'intégration. Si les candidats recrutés leur ont plu, elles souhaiteront les garder et donc les intégrer au mieux. C'est une manière de responsabiliser au mieux nos équipes et de garantir un recrutement réussi. De plus, cette responsabilité supplémentaire motivera fortement les équipes. Il y a un autre point très important, le candidat peut nous raconter ce qu'il souhaite pour postuler, c'est vrai ça. Donc je pense qu'il est important de vérifier ce que nous pouvons pour recruter efficacement et choisir le bon candidat. L'idée est de contacter les anciens managers de cette personne pour s'assurer qu'elle a bien les compétences et les valeurs que nous souhaitons et que nous avons entendues lors de l'entretien. Moi personnellement, je prône un management où la confiance règne en commençant par un bon recrutement. Toutefois, lors du processus de recrutement d'un collaborateur, nous ne connaissons pas la personne. Ainsi, donner sa confiance n'est pas un acte anodin. Avant de recruter un candidat, il est donc important de vérifier ses dires dès le début pour permettre de s'assurer d'avoir donné notre confiance à la bonne personne. Une fois la confiance donnée, si nous commençons à avoir des doutes et souhaitons nous renseigner sur la personne, nous allons tendre la relation en mettant en place un plan d'action lourd pour rattraper les choses. Autre point important, attention aux patients. Je pense que pour savoir comment recruter efficacement, il ne faut pas prendre trop sérieusement les patients des candidats dans notre stratégie de recrutement. En effet, nous pourrions nous dire que si une personne fait un sport collectif, alors elle sait parfaitement s'intégrer dans un collectif. Ce qui est valable dans le sport, pour cette personne, n'est peut-être pas valable dans son environnement de travail. À l'inverse, quelqu'un qui pratique une activité individuelle peut tout à fait être très collectif dans la vie professionnelle. C'est tout à fait possible d'être très collectif au travail et puis trouver un équilibre tout simplement dans notre vie. Nous faisons un sport individuel. C'est mon cas, par exemple. Pour moi, les passions ne signifient pas beaucoup de choses dans le cadre d'un recrutement d'un nouveau collaborateur. Je pense que pour être un bon recruteur, nous ne devons pas faire attention à cette rubrique lors d'un entretien, quel que soit le secteur d'activité. Également, méfiez-vous de votre intuition. C'est un point super important. Je vois beaucoup d'artisans qui font des recrutements juste à l'intuition, parce qu'ils sentent le candidat. Je me suis d'ailleurs souvent planté avec cette méthode que j'ai utilisée, je suis artisan. Donc mieux vaut la méthode rationnelle de mesurer les compétences en fonction des besoins. Faites un reporting pragmatique et soyez détaché émotionnellement. Regardez simplement si le poste match avec le candidat. La seule intuition à laquelle vous pouvez vous fier est la mauvaise intuition. Comme le dit la célèbre phrase, la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise.
Ne passez pas non plus trop de temps à l'entretien à vendre votre entreprise. C'est souvent ce qui est tenté de faire lorsque l'on recrute une personne qui est encore en poste ailleurs. Essayez plutôt de comprendre ses besoins et voyez s'ils sont en adéquation avec les vôtres. Cela veut dire que vous serez à son écoute et croyez-moi, être à l'écoute est plus efficace que de raconter votre belle vie d'entrepreneur. Je vous déconseille globalement également les tests de personnalité et les questions pièges. Pour moi, c'est assez stupide. Restez concentré sur vos besoins et les besoins du candidat. Préparez en amont votre fiche de poste et sachez précisément ce que vous allez demander. Obtenez des réponses et vérifiez-les. Si vous êtes dans un métier technique comme le mien et que vous avez de gros besoins en main-d'œuvre qualifiée, ce qui est mon cas, n'arrêtez jamais de chercher. Gardez un vivier de compétences sous la main. Des gens qui sont peut-être en poste ailleurs et qui attendent que vous soyez prêts ou que eux d'ailleurs soient prêts à changer de boîte. Et comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vais vous donner une solution pour ne pas avoir de problème avec votre famille ou vos amis. J'ai personnellement dans l'entreprise des amis et de la famille et j'ai tout simplement décidé, lorsque je pense qu'un talent peut intégrer notre équipe, de ne pas le recruter personnellement. Son CV fera partie de la liste des autres CV et sera examiné comme une candidature à part entière. Pour moi, c'est extrêmement important, tout d'abord pour vous, mais également pour le candidat. C'est important qu'un salarié de l'entreprise puisse être légitime. Et s'il a été embauché parce que c'est un ami de la famille ou du patron, cette espèce de passe-droit n'est jamais idéale pour être intégré dans une entreprise et travailler en équipe. Si votre entreprise est trop petite et que vous êtes obligé de recruter vous-même, alors dans ces cas-là, soyez très précis sur votre fiche de poste, utilisez une méthode pour recruter, pas vos émotions et encore moins votre gentillesse. Croyez-en, un vrai gentil et ses 10 ans d'expérience, lorsque vous vous trompez dans votre recrutement et que plus tard vous devez vous séparer d'un salarié, c'est toujours une opération compliquée et évidemment coûteuse. Donc, faites confiance à la méthode. Je mettrai en fait en lien la description de la vidéo sur une méthode que j'utilise aujourd'hui pour ceux qui ont des projets de recrutement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye.